Bonjour à tous. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir donc Valérie Masson-Delmotte, qui est directeur de recherche au LSCE à Paris et qui surtout est coprésidente du groupe de travail scientifique du GIEC. Et donc ce matin, elle va nous présenter, avant de recevoir le docteur honoris causa donc du Liège, elle va nous présenter un peu dans les grandes lignes le tout récent rapport du GIEC et aussi le fonctionnement du GIEC de manière générale, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que c'est approuvé par les politiques et ainsi de suite. On a plus ou moins 45 minutes d'exposé. Après, c'est 15 minutes de questions parce que nous, on est attendu à 9h35 au plus tard aux amphis de l'Europe. Mais après la cérémonie de docteur honoris causa, il y aura la possibilité éventuellement de poser des questions parce que ça se termine vers 12h15 et donc on aura peut-être un peu de temps après quoi. Sinon, il est prévu que Valérie revienne ici à Liège, probablement au printemps, voire peut-être au mois de juillet aussi, pour faire une conférence à ce moment-là un peu plus longue, où on sera moins pressé par le temps, quoi. Voilà. Je t'en prie. Bonjour, merci infiniment d'être là un samedi matin. Quand j'ai expliqué ça autour de chez moi, ils étaient vraiment très impressionnés. Et donc, ce que je veux faire avec vous, c'est partager quelques-uns des points clés, des conclusions scientifiques de ce rapport qu'on a rendu au milieu de l'été et qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Donc, je précise que nous en sommes au 6e cycle d'évaluation du GIEC. En 2018-2019, on a rendu 3 rapports spéciaux sur 1,5 degré de réchauffement planétaire, que je résume en disant chaque demi-degré de réchauffement compte, chaque année compte et chaque choix compte, vis-à-vis de notre capacité à limiter le réchauffement à un niveau très bas. En 2019, sur l'océan, la cryosphère, tout ce qui est enneigé et englacé, cher à Xavier, dans un climat qui change. Et puis sur le changement climatique et l'utilisation des terres, qui touchait aussi aux enjeux de sécurité alimentaire et aux options d'action dans le secteur des terres. Donc on a travaillé depuis 2015 à préparer ce rapport sur les bases physiques. Le précédent datait de 2013. Au départ, on considère 2 choses. Les attentes exprimées par les représentants de tous les pays, qui nous ont par exemple demandé de nous intéresser à l'évolution du niveau des mers à très long terme, pas seulement à court terme, parce que c'est critique pour les zones de basse terre, les petites îles, les deltas. Et puis un grand nombre de pays nous ont aussi demandé de mettre un fort accent sur l'information climatique à l'échelle régionale, là où c'est important pour éclairer la gestion de risques, les stratégies d'adaptation. Ce sont 2 exemples parmi d'autres. Et puis d'autre part, on a fait aussi une veille scientifique pour voir les avancées des connaissances depuis 2013. Donc qu'est-ce qui fait avancer la compréhension du fonctionnement du climat ? Ce sont bien sûr les observations, les études des climats passés, mais aussi la compréhension des processus, des boucles de rétroaction, et puis les progrès de la modélisation du climat global et régional. Je souligne d'ailleurs que cette année, le prix Nobel de physique a été associé à 2 pionniers de la compréhension physique du fonctionnement du climat, Manabe et Hasselmann, dont les travaux sont cités en fait, dans ce rapport de 2021. Donc préparer un rapport du GIEC, c'est d'abord identifier la structure de ce rapport, c'est 1 semaine de brainstorming qui va définir la structure du rapport. On l'a complètement modifié. 1/3 sur l'évolution du climat à l'échelle globale, ce qui est observé, et ce qui est compris est le rôle de l'influence humaine, et puis les projections futures. 1/3 sur la compréhension des processus, avec par exemple un chapitre sur le bilan d'énergie de la Terre et les rétroactions, un chapitre sur le cycle de l'eau, un sur le cycle du carbone, un sur les interactions climat-qualité de l'air avec les composés à courte durée de vie, et puis un 1/3 du rapport sur l'information climatique régionale. On a reçu 1000 nominations, 1000 propositions de scientifiques qui souhaitaient contribuer à la rédaction de ce rapport. On en a retenu 234 de 65 pays, 2/3 nouveaux qui n'avaient pas contribué comme rédacteurs précédemment d'un rapport du GIEC. Et puis, donc, à partir d'une trame qui est simplement un titre de chapitre et quelques points clés, ces scientifiques définissent eux-mêmes comment ils organisent leur évaluation dans chaque chapitre, font une première version de texte qui part en relecture par la communauté scientifique, donc des milliers de volontaires, qui jouent un rôle clé dans la rigueur, l'objectivité et l'exhaustivité de l'évaluation. C'est vraiment un aspect critique de la préparation des rapports du GIEC. Puis ensuite, c'est révisé, ça repart en relecture par la communauté scientifique et les experts nommés par les gouvernements pour cette relecture. Et puis à la fin, on distille les points clés qui sortent de chaque chapitre et qui sont assemblés dans un résumé à l'intention des décideurs qui fait l'objet d'une approbation par les représentants de tous les pays, phrase par phrase et ligne par ligne.
Et pour la première fois, donc la fin de la préparation de notre rapport et cette approbation ont eu lieu en ligne, puisque la pandémie nous a tous touchés, quel que soit le pays du monde où on travaillait. Ça nous a amené à adapter les méthodes de travail, ça a été plus lourd en termes de préparation, et on a rendu ce rapport avec 4 mois de retard. Et la phase d'approbation, elle a duré 186 heures d'appel sur Zoom, entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Elle a terminé dans les temps. Et certains observateurs ont souligné que c'était finalement celle qui a été la mieux structurée, parce qu'en fait, quand on travaille à distance avec tous les fuseaux horaires, on est vraiment obligé de structurer les échanges, le temps imparti et les modalités d'interaction pour avoir cette confiance qui est nécessaire. Et je suis vraiment contente que tous les points clés que je vais vous présenter, qu'on avait sortis du rapport, ont été approuvés comme on les avait soumis. Les modifications au moment de l'approbation sont en fait assez marginales, c'est des reformulations. Et la dernière chose que je voulais mentionner, on a juste ajouté des éléments sur certains types de sécheresse qu'on n'avait pas intégrés au départ et qui sont importants pour certaines régions du monde. Voilà, donc sur la procédure. Donc sur les résultats, la première chose, c'est que l'influence humaine sur le climat, c'est un fait scientifique établi, sans équivoque. Alors quelques éléments pour le décrire. Donc c'est sans équivoque sur la composition atmosphérique. Donc les émissions de dioxyde de carbone, énergie fossile, déforestation, les émissions de méthane, en particulier tirées par l'élevage de ruminants, mais aussi l'utilisation d'énergie fossile, les émissions d'oxyde nitreux, tirées par l'utilisation d'engrais azotés, certains processus industriels, ont augmenté depuis la révolution industrielle, et les émissions dues aux activités humaines ont été à leur plus haut niveau historique sur la dernière décennie. De ce fait, les concentrations dans l'atmosphère augmentent, et vous voyez qu'on en est à quasiment 50% de plus que le niveau pré-industriel et le niveau des derniers 800 000 ans pour le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La dernière fois qu'il y avait autant de dioxyde de carbone, c'était il y a plus de 2 millions d'années, pendant une phase géologique chaude qu'on appelle le Pliocène. Teneur en méthane, on est à 156% de plus que le niveau pré-industriel et en oxyde nitreux, quasiment 30% de plus. Donc ça mesure en fait notre impact sur la composition de l'atmosphère planétaire. La deuxième étape, c'est comprendre comment ces facteurs agissent sur le bilan d'énergie de la Terre. Et pour ça, en fait, on va mesurer le poids de chaque facteur sur les flux de rayonnement entre la Terre et l'espace, et on appelle ça le forçage radiatif. Ça s'exprime en watts par mètre carré. Donc vous avez là l'évolution du forçage radiatif total, qui résulte de facteurs naturels, les petites variations de l'activité solaire que vous voyez probablement pas, de temps en temps une éruption volcanique majeure qui a un effet parasol par les poussières mises dans la haute atmosphère et qui va durer 1 ou 2 ans, donc c'est les pics vers le bas. Et donc dans les facteurs qui piègent de la chaleur, donc c'est dominé par nos rejets de gaz à effet de serre, et tout particulièrement le dioxyde de carbone, le méthane et d'autres gaz à effet de serre. Le méthane, il a un effet direct, et puis il agit avec la chimie de l'atmosphère en formant de l'ozone en surface, qui est un polluant, et aussi un gaz à effet de serre. Donc l'effet du méthane est en fait plus fort que son effet direct, et on va le voir par la suite. Donc cet effet réchauffant des gaz à effet de serre est un petit peu masqué par l'effet refroidissant de nos particules de pollution, qu'on appelle des aérosols dans notre jargon. Au niveau planétaire, cet effet refroidissant a culminé à la fin des années 90, début des années 2000, et il a diminué depuis. Donc il a essentiellement diminué en Europe, en Amérique du Nord, avec l'amélioration de la qualité de l'air. Par contre, ça continue à augmenter du côté de l'Afrique de l'Est ou de l'Asie du Sud. Mais au niveau planétaire, l'effet refroidissant de ces particules diminue. Donc si on prend la dernière décennie, la perturbation exercée par l'influence humaine sur le système climatique, elle augmente fort. Et elle augmente fort parce qu'on continue à ajouter des gaz à effet de serre et qu'on perd l'effet de masque des particules de pollution. Les deux facteurs jouent dans le même sens. Et donc le forçage radiatif a même augmenté un peu plus fort sur la dernière décennie. Alors qu'est-ce que ça devient, cette énergie qui part plus vers l'espace? Une partie réchauffe les terres, une partie entraîne une fonte du manteau neigeux, des glaciers, de la glace de mer, du Groenland. Le gros rentre dans l'océan, plus de 90%, et comme le temps de mélange de l'océan profond est de l'ordre de plusieurs siècles, ça rend en fait cette accumulation de chaleur irréversible sur une échelle de temps longue. Et puis le réchauffement de l'air des basses couches de l'atmosphère près de la surface, c'est seulement 1% de l'énergie supplémentaire captée dans la machine climatique. Donc dans ce rapport, en fait, il y a plusieurs avancées notables. Le fait de boucler notre compréhension du bilan d'énergie de la Terre, donc la perturbation du forçage radiatif, la manière dont le climat y réagit et où est accumulée cette énergie.
Et la deuxième chose que je veux souligner également, c'est le fait qu'on a également une compréhension plus claire du bouclage de la montée du niveau des mers, qui est également cohérente avec notre compréhension du bilan d'énergie de la Terre. Qu'est-ce qu'on observe, hein? Donc on observe des changements qui sont rapides et généralisés, depuis le haut de l'atmosphère jusqu'au fond de l'océan, des régions tropicales jusqu'aux régions polaires, et qui concernent chacun des compartiments du système climatique. Donc une atmosphère qui se réchauffe, qui contient aussi plus de vapeur d'eau, des changements de circulation à grande échelle, en particulier dans les tropiques, un déplacement des zones de tempête extratropicales vers les pôles, des changements généralisés dans la cryosphère avec un recul du manteau neigeux au printemps, un dégel des sols gelés, un recul tous les mois de l'année, mais surtout à la fin de l'été, de la glace de mer près du pôle Nord, un recul généralisé des glaciers, un océan donc qui se réchauffe et qui gonfle, et puis avec le recul des glaciers, ça contribue à la montée du niveau des mers. Depuis les années 90, une fonte croissante du Groenland, un écoulement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique qui conduit en fait à une accélération du rythme de montée du niveau des mers. Toujours dans l'océan, donc un océan qui s'acidifie en absorbant à peu près 23% de nos rejets de CO2, donc un changement dans la chimie de l'eau de mer qui affecte l'ensemble de la surface de l'océan et qui pénètre en profondeur. Un océan qui est plus chaud, qui se mélange un peu moins bien, et donc moins de transport d'oxygène également en profondeur dans l'océan. Tout ça affecte la vie marine. Au-dessus des continents, on a des modifications, une intensification du cycle de l'eau, une saison de croissance des plantes qui est plus longue. Au niveau planétaire, par satellite, on observe un verdissement, mais dans certaines régions, on a un brunissement du fait de sécheresse des sols plus importantes. Et puis des déplacements d'espèces également qui sont une conséquence de ce climat qui se réchauffe. Alors, ces changements sont inédits et on peut les comparer à l'histoire du climat selon les enregistrements paléoclimatiques dont on dispose. Donc, par exemple, le recul de la glace de mer arctique, c'est inédit depuis plus de 1000 ans, où on a des enregistrements assez détaillés dans des sédiments marins. Le recul généralisé des glaciers, c'est inédit depuis plus de 2000 ans. L'accumulation de chaleur dans l'océan, c'est en termes d'amplitude et de vitesse inédit depuis la dernière période glaciaire. Son acidification, c'est inhabituel sur plus de 2 millions d'années. La hausse du niveau de la mer, les 20 cm observés au XXe siècle, depuis le début du XXe siècle, c'est une rupture par rapport à un niveau des mers stable sur les quelques milliers d'années précédents. Donc si on prend un indicateur clé de l'état du climat, ce n'est pas le seul, le niveau de température à la surface des continents et de l'océan, ce réchauffement que l'on observe depuis 1850-1900, vous voyez qu'il s'est poursuivi, chacune des 4 dernières décennies a été successivement la plus chaude. Et si on prend la dernière décennie, on en est à... Ouh là, il y a un petit problème de légende. On en est à 1,1 degré Celsius de réchauffement par rapport au climat pré-industriel. Et si on prend ce réchauffement de la dernière décennie, vous voyez qu'il est inédit sur les derniers 2000 ans, en fait, l'augmentation de température, son rythme. Et la dernière décennie sort même des phases chaudes de la période interglaciaire actuelle, le maximum naturel en fait, de température estimée il y a environ 6500 ans. Donc on estime en fait qu'on est probablement sur la décennie la plus chaude depuis un peu plus de 100 000 ans. Alors, comment est-ce qu'on évalue le poids de l'influence humaine ? Donc on le fait sur le forçage radiatif, mais on peut aussi l'estimer en confrontant des simulations de l'évolution du climat, prenant en compte uniquement les facteurs naturels, prenant en compte l'influence humaine sur le climat. Donc c'est ce qu'on appelle des études d'attribution. Donc le résultat est résumé ici. Vous avez le réchauffement observé, donc 1,1 degré, et la part estimée due aux activités humaines, vous voyez qu'elle est égale au réchauffement qui est observé. Notre meilleure estimation, c'est que 100% de ce réchauffement observé est la conséquence des activités humaines, avec, encore une fois, l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution. L'activité du Soleil, l'activité des volcans jouent bien sûr, d'une année à l'autre, par exemple, d'une décennie à l'autre, mais n'expliquent pas le réchauffement observé. Et puis la variabilité spontanée du climat, les échanges entre l'atmosphère, l'océan, les fluctuations des courants marins et des vents, façonnent la variabilité du climat régional de manière importante, jouent à l'échelle de la décennie, mais n'expliquent en rien le réchauffement qui est observé et nous le prenons en compte. Donc on a progressé dans la quantification du rôle de chaque facteur, et donc sur ce réchauffement observé, le facteur qui pèse le plus
ce sont les émissions de dioxyde de carbone. Et je vous indiquerai par la suite que c'est le facteur qui sera déterminant, les émissions de dioxyde de carbone, dans le niveau de réchauffement qui sera atteint ce siècle. C'est ce qui va être dominant. Le dioxyde de carbone, il interfère avec le vivant. Sur les 40 milliards de tonnes qu'on met chaque année dans l'atmosphère, on en a 23% qui rentrent dans l'océan, qui conduit à son acidification. On en a 31% qui est repris par la végétation et les sols. Donc ces puits de carbone jouent un rôle important pour amortir finalement notre perturbation. Et sur la relation entre nos émissions de dioxyde de carbone et la température, on verra par la suite qu'il y a un effet cumulatif. Alors ce n'est pas le cas pour le méthane. Donc le méthane, c'est un gaz à effet de serre puissant, mais qui a une durée de vie d'une dizaine d'années dans l'atmosphère. Et par ailleurs, comme je disais tout à l'heure, quand on émet du méthane, ça interagit avec la chimie atmosphérique. Ça conduit à la formation d'ozone en surface. Donc quand on estime le poids du méthane, effet direct et effet indirect, vous voyez que c'est le deuxième facteur aujourd'hui qui pèse le plus sur le réchauffement observé. Donc si on reprend nos analyses d'attribution sur chacune des facettes des observations d'un climat qui change, l'influence humaine, c'est le facteur principal de tous les changements qui apparaissent ici avec des flèches rouges, l'augmentation de la température, le recul du pergélisol, le recul de la banquise arctique, ou bien le recul généralisé des glaciers, et ça contribue de manière importante, avec la variabilité naturelle du climat, au recul par exemple du manteau neigeux, ou bien à l'augmentation, à des changements de circulation atmosphérique. Alors, un progrès considérable, ça a été d'être capable de discerner la manière dont l'influence humaine sur le climat affecte aussi les événements extrêmes. Et c'est particulièrement clair pour les vagues de chaleur, les événements de fortes précipitations et les sécheresses. Donc des méthodes ont été développées, soit à l'échelle planétaire sur des analyses de la fréquence et de l'intensité de ces événements, soit pour un événement local spécifique où on peut confronter la probabilité d'occurrence, les caractéristiques de cet événement, dans des simulations avec ou sans l'influence humaine sur le climat, avec cette méthodologie d'attribution des événements extrêmes qui s'est structurée, qui s'est développée depuis une dizaine d'années. Donc si on prend les extrêmes chauds, vous avez là en fait une représentation simplifiée de la géographie mondiale. Chaque hexagone, c'est une grande région, par exemple le MED, la région méditerranéenne, WCE, c'est l'Europe de l'Ouest et centrale, et puis NEU, c'est l'Europe du Nord, pour vous repérer. Donc vous voyez que tous les hexagones qui apparaissent en rouge sont des endroits où on observe une intensification des extrêmes chauds, et les pointillés noirs indiquent notre degré de confiance dans la contribution de l'influence humaine sur cette intensification qui est observée, et plus vous avez de pointillés, plus notre degré de confiance est élevé. Donc pour les extrêmes chauds, c'est généralisé, et cette influence humaine sur le réchauffement qui conduit à des extrêmes chauds plus intenses et plus fréquents, c'est un fait établi. Concernant les épisodes de pluie torrentielle, on a une compréhension des mécanismes. Une atmosphère plus chaude par degré de plus pour contenir 7% d'humidité en plus. Et sur les analyses des données disponibles avec une résolution suffisamment fine, depuis les années 50, vous voyez que tous les aspects, toutes les zones qui apparaissent en vert, c'est là où on a une conclusion claire sur une intensification des événements de pluie torrentielle, avec en général un degré de confiance qui est un peu plus faible sur l'attribution, mais qui est particulièrement solide en Europe du Nord. Les endroits qui apparaissent en gris, c'est là où on n'a souvent pas assez de données longues à suffisamment haute résolution disponible, et puis pas assez d'études d'attribution. Et ça reflète un enjeu majeur dans l'information climatique disponible, le manque d'études pour des événements à fort impact qui ont en particulier affecté des pays en développement. Et puis sur les sécheresses, donc là c'est les sécheresses au sens de l'humidité des sols, les sécheresses agricoles. Toutes les régions qui apparaissent en jaune sont des régions où on observe une intensification de ces sécheresses. Et vous voyez que là où le degré de confiance sur l'attribution à l'influence humaine est la plus forte, c'est du côté de la Californie et c'est du côté de la région méditerranéenne, avec un signal très clair. Et ce sont des régions où on a deux facteurs qui jouent dans le même sens. Une baisse de la pluviométrie du fait de changements de circulation atmosphérique, et d'autre part,
le fait que dans une atmosphère plus chaude, on renforce l'évaporation et la transpiration des sols, ça exacerbe en fait la sévérité des sécheresses, et c'est ce mécanisme qui est à l'œuvre en Europe de l'Ouest. Donc j'ai déjà parlé des événements de chaleur extrême, de fortes précipitations et de sécheresse. On observe également une intensification des conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses qui sont propices aux incendies de forêt. Le déclenchement d'un incendie, c'est autre chose. Ça va dépendre éventuellement d'impacts de foudre, d'activités humaines dangereuses locales, et ça dépend aussi de la quantité de biomasse disponible pour une combustion. Donc nous, on regarde juste les conditions météorologiques, et donc on voit que ça touche en fait des surfaces plus étendues, ça touche également des saisons plus larges, et avec des caractéristiques plus intenses à grande échelle. Je reviens pour l'océan. Donc l'océan se réchauffe, accumule de la chaleur, avec des vagues de chaleur marine plus fréquentes, plus intenses et plus longues, qui affectent les écosystèmes marins, les récifs de coraux tropicaux, les forêts de laminaires, qui ont déjà en fait entraîné une diminution du potentiel de prise de pêche dans les régions tropicales. Un océan également donc, qui subit cette acidification, une perte d'oxygène, et puis pour les écosystèmes côtiers, il y a également l'effet de la montée du niveau des mers, qui, dans certaines régions, augmente déjà la sévérité des inondations de fortes marées. C'est en particulier le cas sur certaines côtes américaines. On va maintenant passer aux évolutions futures, et le point clé de notre évaluation, c'est qu'à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à un niveau proche de 1,5 degré et largement sous 2 degrés sera hors de portée. Pour les évolutions futures, en termes de modélisation du climat, on s'intéresse à 5 scénarios illustratifs que je vais vous décrire. Donc ça couvre une large plage de futurs possibles, des scénarios où les émissions mondiales de gaz à effet de serre augmentent ou augmentent très fortement. Ces scénarios sont maintenant rendus moins plausibles du fait de politiques publiques mises en place et du fait de ruptures technologiques qui rendent bon marché la production d'électricité bas carbone. On a également un scénario intermédiaire où les émissions mondiales de gaz à effet de serre, illustrées ici pour le dioxyde de carbone, stagnent pendant quelques décennies avant de diminuer lentement. Et puis des scénarios donc, de forte ambition et d'action rapide, avec une baisse ou une très forte baisse des émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans les prochaines décennies, avec le fait d'atteindre des émissions mondiales de CO2 à net zéro autour de 2050 pour le scénario très bas, autour de 2070 pour le scénario bas, et même ensuite un bilan net des activités humaines qui enlèvent du CO2 de l'atmosphère et qui le stockent de manière durable, c'est des éliminations nettes. Pour évaluer la réponse du climat à ces scénarios, on va s'appuyer sur l'intercomparaison des modèles de climat dans le monde qui effectuent les mêmes simulations sur ces ensembles de scénarios. Donc ça mobilise en fait des travaux considérables qui sont coordonnés par le Programme mondial d'études du climat, en amont des rapports du GIEC, c'est vraiment la communauté scientifique qui fait ce travail-là. On s'appuie également sur la confrontation entre ces simulations et les observations. Et enfin, on combine toutes les sources d'informations disponibles pour contraindre la réponse du climat. Donc la métrique que l'on utilise pour caractériser la réponse du climat quand on perturbe le bilan d'énergie de la Terre, c'est la notion de sensibilité du climat à l'équilibre. Qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure quelle est l'ampleur du réchauffement à la surface de la Terre si on double la teneur en CO2 de l'atmosphère par rapport au climat pré-industriel et qu'on attend que l'ensemble des rétroactions du système climatique conduisent à un nouvel équilibre. Donc c'est une notion qui a été définie, qui a émergé dans les années 70. La première évaluation, c'est un rapport de l'Académie des sciences américaine, le rapport de Charney en 1979. Et puis les connaissances sur cette métrique ont fait l'objet d'un point dans chacun des rapports successifs du GIEC depuis les années 1990. Et vous voyez qu'on stagnait en fait depuis la fin des années 70 sur une même plage pour cette réponse du climat, avec même en 2013 une difficulté à estimer une meilleure valeur. Donc la communauté scientifique internationale a coordonné tout un travail pour évaluer cette sensibilité du climat avec des articles de revues qui ont été publiés il y a quelques années et sur lesquels, bien sûr, s'appuie notre évaluation.
Donc ça a combiné la compréhension de chaque boucle de rétroaction, et tout particulièrement des progrès dans la compréhension de l'effet des nuages, les contraintes issues des climats passés, des observations, et puis la capacité à tracer des processus sur des observations récentes pour réduire l'incertitude sur leur devenir dans un climat plus chaud. Un point clé du progrès, ça a été de comprendre que cette sensibilité du climat, ce n'est pas une constante en fait, elle dépend de l'état du climat et elle augmente quand le climat se réchauffe. Et ce cadre-là a permis de réconcilier ce qu'on tirait des climats passés, froid, chaud, et de la compréhension des processus, alors qu'avant ça semblait contradictoire. Donc voilà la plage qui a été évaluée avec une meilleure valeur autour de 3 degrés et un progrès considérable pour réduire cette enveloppe. Alors ça, c'est combiné aux travaux de modélisation du climat dans ce que je vais vous présenter par la suite. Et ça veut dire que pour un scénario donné, on a une réponse plus contrainte sur la température à la surface de la Terre. Donc c'est illustré ici. Donc le réchauffement observé depuis la fin, les années 1950 est présenté là. Et ensuite, vous avez les projections. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans les prochains 20 ans, dans ce qu'on appelle le court terme, quelles que soient les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, on s'attend à atteindre un niveau de réchauffement d'1,5 degré par rapport à 1850-1900 en moyenne sur une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'autour des années 2030, une année sur deux aura une température au-dessus de ce niveau-là, tel qu'on l'anticipe. 1,5 degré, c'est l'aspiration de l'accord de Paris sur le climat, qui vise à contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, et l'aspiration à le contenir à 1,5 degré. Et ces objectifs que se sont fixés l'ensemble des pays sont basés sur la compréhension de risques majeurs liés au niveau de réchauffement climatique, des risques en matière de sécurité en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité des habitats, de préservation des écosystèmes. Alors, en fonction des différents scénarios, ce que vous voyez également, c'est que si on a des émissions de gaz à effet de serre basses ou très basses, alors, après avoir atteint un niveau de réchauffement d'1,5 degré, il est possible de stabiliser dans la deuxième moitié de ce siècle le niveau de réchauffement planétaire proche de ce niveau-là, à condition d'avoir fortement baissé les émissions de gaz à effet de serre ou largement en dessous de 2 degrés. Je vais décrire le scénario d'émissions de gaz à effet de serre intermédiaires. Donc si on a des émissions de gaz à effet de serre qui stagnent quelques décennies, alors on s'attend à dépasser même 2 degrés de réchauffement autour de 2050. Et dans ce cas-là, ce serait une plage de réchauffement autour de 2 à 3 degrés et demi à la fin du siècle et plus de 3 degrés le siècle suivant. Je précise que les engagements qui ont été pris dans le cadre de la COP26 impliquent une légère augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre entre maintenant et 2030. Donc si on compare ces projections d'évolution future de la température à notre connaissance de ces variations passées, donc vous avez là le réchauffement observé qui commence à sortir de la plage depuis plus de 100 000 ans, les variations estimées à l'échelle du dernier million d'années, et puis les variations estimées sur plusieurs millions d'années précédentes, ainsi que les projections. Vous pouvez voir que la dernière fois qu'on avait un niveau de réchauffement autour de 2,5 degrés par rapport au climat pré-industriel, c'était il y a environ 3 millions d'années, une période chaude dont on connaît les caractéristiques, il y a un encadré spécifique dans notre rapport, et qui avait conduit à une hausse importante, plusieurs mètres de la montée du niveau des mers. Alors, par la suite, je vais décrire pourquoi chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte vis-à-vis de conséquences à court terme et de conséquences à long terme. Plus on monte le curseur au niveau planétaire, plus en fait on monte le curseur sur l'ampleur du réchauffement dans chaque région du monde. Donc là, ce sont les changements de température en moyenne annuelle par rapport à 1850-1900. Et vous remarquez qu'en fait, les changements de température sont toujours plus importants au-dessus des continents que la moyenne planétaire. On en est déjà entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement en Europe de l'Ouest sur les continents, alors que le niveau de réchauffement planétaire n'est que 1,1 degré. On a également toujours un réchauffement plus prononcé dans la région arctique du fait de mécanismes amplificateurs spécifiques. Donc les changements sont amplifiés pour chaque région en termes de température moyenne, quand le curseur est plus élevé. Ils sont également amplifiés pour les précipitations. Alors, le cycle de l'eau, globalement, s'intensifie. En moyenne, pour un climat qui se réchauffe, il y a une augmentation de la quantité de précipitations sur les continents
et une augmentation au niveau planétaire des pluies de mousson. Mais vous voyez que c'est contrasté, parce que du fait de changements de circulation atmosphérique, dans un climat qui se réchauffe, c'est également une diminution des pluies qui s'intensifie à mesure du réchauffement dans les régions de climat méditerranéen ou semi-aride, des régions qui sont aujourd'hui souvent tendues sur leur utilisation de l'eau. Donc c'est tout particulièrement net pour tout le pourtour de la Méditerranée, où la quantité annuelle de pluie diminue à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Vous voyez peut-être qu'il y a une grosse tache verte sur le Sahara. Alors en fait, ce sont des changements en pourcentage par rapport à un niveau de pluviométrie qui est quasiment à zéro. Donc en pourcentage, ça semble grand, mais en valeur absolue, c'est très petit, en fait, la quantité de précipitations en plus. Alors si on regarde les changements d'humidité des sols, les changements d'humidité des sols résultent de la pluviométrie, mais aussi de l'évaporation et de la transpiration, qui est renforcée dans un climat qui se réchauffe. Et vous voyez qu'en moyenne, l'humidité moyenne annuelle des sols diminue dans les régions de climat tempéré, de climat méditerranéen, dans certaines régions d'Amérique du Sud, assez largement dans le sud de l'Afrique, ainsi que plusieurs secteurs de l'Australie. Et cette diminution augmente à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Donc là, les enjeux sont extrêmement importants, aussi bien pour des enjeux de gestion de forêt, d'adaptation des forêts à un stress hydrique plus important, et aussi pour l'évolution des pratiques agricoles et de l'humidité des sols pour les pratiques agricoles. Plus largement, on a de très nombreux changements dans le système climatique qui s'amplifient en relation directe avec le niveau de réchauffement planétaire. C'est le cas pour les extrêmes chauds. Alors je l'illustre ici. Donc on prend une vague de chaleur qui se produisait une fois par 50 ans, entre 1850 et 1900. Cette vague de chaleur maintenant se produit déjà 5 fois plus fréquemment. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, c'est à peu près 9 fois plus fréquemment. Un monde 2 degrés plus chaud, c'est 14 fois plus fréquemment. Donc vous voyez qu'il y a un effet disproportionnel sur la probabilité d'occurrence d'extrêmes chauds qui étaient dans le passé très rares. Et vous voyez aussi que sur les pics d'extrêmes chauds, pour un réchauffement d'1,5 degré, en fait, c'est plutôt 2 degrés sur ces extrêmes chauds. Et je précise enfin que l'intensité des extrêmes chauds, elle est aussi amplifiée par l'urbanisation et les effets d'îlots de chaleur dans les villes, qui peuvent en plus exacerber cet effet localement dans les zones très urbanisées. Donc c'est la même chose en fait pour les pluies intenses, dont les records augmentent en moyenne planétaire de 7% par degré de réchauffement. C'est aussi le cas pour les sécheresses dans de nombreuses régions qui sont illustrées ici. Donc vous avez là une carte qui simplement permet de visualiser les régions pour lesquelles, en plus de la baisse graduelle de l'humidité des sols, on s'attend à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses, en particulier les sécheresses qui touchent aux activités agricoles. Dans un climat qui se réchauffe, on n'a pas forcément plus de tempêtes, de cyclones tropicaux. Par contre, on a une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses, catégorie 4 ou 5, en cas de fort réchauffement et tout particulièrement en termes de vitesse des vents et en termes de quantité de précipitations. Donc la plupart des aspects rapides du climat dépendent directement du niveau de réchauffement et en particulier le recul de la banquise arctique, le dégel des sols gelés en montagne et dans les régions polaires, ou la baisse d'enneigement de printemps. J'ai oublié de mentionner un point sur le cycle de l'eau, donc qui s'intensifie, mais c'est aussi un cycle de l'eau qui devient plus variable, donc avec des événements ou des saisons très humides ou très secs qui deviennent plus fréquents. Donc en gros, le message est le suivant. Plus le niveau de réchauffement planétaire sera important, plus il faut se préparer à des événements nouveaux, avec une amplitude plus forte, une fréquence différente, qui vont toucher des zones qui n'ont pas le retour d'expérience pour ce type d'événement, à des moments différents de l'année, ou des combinaisons nouvelles. Donc un exemple typique est le fait pour une région côtière, avec la montée du niveau des mers, le risque de gérer en même temps une submersion côtière, quand on a une forte tempête, et une inondation pluviale ou fluviale associée aux précipitations intensifiées de cette tempête. Donc c'est un double défi en fait pour la gestion des risques côtiers, avec ce type d'événement qui va être amené à s'intensifier à mesure du réchauffement et de la hausse du niveau des mers. Alors, la montée du niveau des mers, c'est un point qui est très important pour tous ceux qui ont des littoraux, en particulier des zones de basse terre, des grands deltas agricoles, et tout particulièrement sur un certain nombre de petits États insulaires.
Alors, pour la montée du niveau des mers, ça fait partie des aspects irréversibles d'un climat qui change. Et on estime que les émissions passées jusqu'à aujourd'hui de gaz à effet de serre par l'accumulation de chaleur dans l'océan et la réaction à venir des glaciers qui continueront à s'ajuster sur plusieurs dizaines d'années, ça a déjà inscrit sur plusieurs siècles une montée du niveau des mers de l'ordre de 70 cm, voire un peu plus. Ça, c'est les conséquences à long terme de ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère. Pour la température à la surface de la Terre, si on mettait les émissions de dioxyde de carbone à zéro, on estime qu'il n'y aurait pas de tendance sur une échelle de temps d'une 50aine d'années. Donc c'est assez différent. Vous voyez, la réponse à long terme inéluctable, ce sont les composantes lentes. Et en particulier, la réponse de l'océan, la réponse des glaciers, la réponse des glaces du Groenland et de l'Antarctique. Donc on estime que la montée du niveau des mers va se poursuivre à l'échelle de temps de siècles et de milliers d'années, mais son rythme, son amplitude va profondément dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Donc là, on regarde la montée du niveau des mers depuis 1950, et puis les projections à horizon 2100. En couleur, vous avez les projections qui prennent en compte les processus qu'on comprend avec un degré de confiance moyen. Vous voyez qu'à horizon 2050, il y a assez peu d'effets des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, on sait à quoi s'attendre. À horizon 2100, l'ampleur de la montée du niveau des mers peut varier d'un facteur double entre des scénarios où on a fortement réduit les émissions de gaz à effet de serre ou des scénarios de très forte hausse. Les gestionnaires d'infrastructures critiques, donc ceux qui gèrent des infrastructures portuaires, ceux qui gèrent des centrales industrielles au bord de la mer, ceux qui sont impliqués dans les ouvrages de protection pour les grandes villes côtières, nous ont demandé spécifiquement de ne pas transmettre uniquement cette évaluation, donc le risque avec lequel on a le degré de confiance le plus important, mais de leur transmettre également notre compréhension de la distribution possible à faible probabilité d'occurrence et correspondant à la montée maximale, y compris avec les processus peu compris. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour cela? Dans le scénario de très forte émission de gaz à effet de serre, des travaux nouveaux portant sur le Groenland et l'Antarctique ont permis d'évaluer, en cas d'instabilité d'écoulement de calotte, quelle serait la contribution maximale plausible à l'échelle d'un siècle et de 3 siècles. Donc c'est ce qui est représenté ici en pointillé comme un narratif d'une éventualité dont la probabilité d'occurrence est difficile à quantifier, mais si elle se produit, ça permet d'évaluer quel serait le rythme maximum de montée du niveau de la mer à horizon de ce siècle. Donc vous avez certainement entendu parler de cette question de point de bascule dans le système climatique. Ça reste associé à une incertitude très large pour de nombreux aspects. Donc dans ce rapport, on l'aborde avec cette approche, c'est-à-dire si ce processus se déclenche, une instabilité d'écoulement de plusieurs secteurs de l'Antarctique, voilà les conséquences que l'on peut anticiper à l'échelle d'un siècle, à l'échelle de 3 siècles. Alors à horizon de 2300, sur les scénarios bas ou très hauts d'émissions de gaz à effet de serre, sur la plage probable, vous voyez qu'on est sur des ordres de grandeur de plusieurs mètres de montée du niveau des mers à horizon 2100. Et sur les événements à faible probabilité d'occurrence, la plage complète en cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre double par rapport à ce qui est représenté. On a regardé également à horizon 2000 ans et 10 000 ans. Donc si le pic de réchauffement est autour de 2 degrés, on estime que sur 2000 ans, la montée du niveau des mers serait de l'ordre de 2 à 6 mètres. Pour un pic de réchauffement autour de 3 degrés, on estime que sur 2000 ans, la montée du niveau des mers serait de l'ordre de 4 à 10 mètres. Donc ces aspects-là sont vraiment un point critique pour de très nombreux pays qui ont un littoral exposé et parfois des enjeux géostratégiques majeurs. Une information complémentaire qu'on a fournie est la suivante. Qu'est-ce qu'on gagne en réduisant rapidement les émissions de gaz à effet de serre sur ces changements inévitables? Donc c'est illustré ici pour le moment où la montée du niveau des mers par rapport aux dernières décennies atteindrait 1 mètre. Donc dans un scénario d'émissions qui stagnent proche du niveau actuel, ce niveau de 1 mètre pourrait être atteint, meilleure estimation, autour de 2160, vous voyez, donc entre le prochain siècle et le suivant.
Si en fait on a des émissions basses, alors en fait ce niveau de 1 mètre de plus serait atteint environ une quarantaine d'années plus tard. Donc ça montre le temps qui peut être gagné, même si on n'évite pas d'atteindre ce niveau de 1 mètre, mais ça montre le temps qui peut être gagné pour agir sur le littoral, restaurer des écosystèmes côtiers pour amortir l'érosion, ou bien construire des ouvrages en dur quand c'est possible, ou bien planifier un repli stratégique pour ne pas être coincé devant une situation de crise, mais anticiper pour gérer au mieux, de manière soutenable, les activités humaines sur le littoral. Une des conclusions très claires, c'est que la montée régionale du niveau de la mer, elle va être pour les 2/3 des littoraux mondiaux à plus ou moins 20% de ce niveau planétaire. Si vous voulez en savoir plus sur les projections pour le littoral de la Belgique, par exemple, le site de la NASA, qui est indiqué ici, a utilisé nos évaluations et les projette sur chaque station de marégraphe disponible, de sorte à rendre en fait cette évaluation plus facile d'accès, plus interactive, avec une stratégie de sciences ouvertes et de données ouvertes. Pour les évolutions futures, la montée régionale du niveau de la mer, elle contribue à augmenter en fait la fréquence et la sévérité des submersions côtières. Les événements qui se produisaient dans le passé une fois par siècle de haut niveau marin, quand on avait une marée haute et une tempête, ils vont se produire beaucoup plus fréquemment. Autour de 2050, c'est 20 à 30 fois plus fréquemment au niveau planétaire. En 2100, c'est entre 150 et 500 fois plus fréquemment, simplement par l'effet de la montée graduelle du niveau des mers. Ça augmente aussi l'érosion des côtes sableuses, et donc ça pose vraiment des enjeux de gestion durable pour les littoraux mondiaux. Alors, ce que j'ai montré tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est que le changement climatique, il affecte déjà toutes les régions de la Terre de multiples façons. Des tendances, des extrêmes qui dépassent en fait les seuils de tolérance, parfois pour des milieux naturels qui conduisent à des dépérissements de forêt, par exemple, qui dépassent des seuils de tolérance pour des cultures qui peuvent conduire à une stagnation des rendements agricoles pour un certain nombre de céréales cultivées. Et puis également, donc, le constat que l'on fait, c'est que les changements avec lesquels on vit déjà vont s'intensifier avec la poursuite du réchauffement dans chaque région. Donc dans le rapport, vous trouverez un atlas interactif qui vous permet de naviguer dans la synthèse des projections climatiques pour les grandes régions du monde qui sont représentées là, et des fiches de 2 pages pour chaque région, qu'est-ce qui est observé et à quoi s'attendre dans les décennies à venir, typiquement pour une plage de réchauffement autour de 2 degrés en 2050, qu'est-ce que ça veut dire dans chaque région. Et pour construire une information issue de la physique du climat qui soit utile pour la société, on a construit un cadre où on a cartographié en fait 33 facteurs climatiques générateurs d'impact. Donc ça va être par exemple des tendances de température, des extrêmes chauds, des indices associés à un stress thermique sur les cultures, par exemple une température maximale à plus de 35 degrés le jour, ou pour la santé humaine, des indices chauds et humides à plus de 41 degrés qui rendent le travail physique ou l'activité physique en extérieur dangereuse. Même chose pour des indices liés à la disponibilité en eau, à tout ce qui porte sur l'enneigement, les caractéristiques moyennes ou extrêmes des vents, des caractéristiques pour le littoral ou pour l'océan ouvert. Et ce que vous voyez sur cette synthèse, qui est le graphique qu'on a utilisé dans le résumé à l'intention des décideurs, je vais le décrire par exemple pour l'évolution de la température moyenne. Les régions concernées sont toutes les régions continentales, et pour toutes les régions concernées, il y aura une augmentation de la température moyenne à horizon 2050 dans un réchauffement de 2 degrés. Ça vous montre que c'est généralisé. C'est la même chose pour les extrêmes chauds. Une diminution des extrêmes froids ou des épisodes de gel, également pour la plupart des régions concernées, avec un niveau de confiance élevé. Les choses sont plus contrastées pour les changements dans le cycle de l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure avec les cartes que je présentais. Si l'on prend par exemple les caractéristiques qui affectent les régions côtières, vous voyez que toutes les régions côtières sont quasiment concernées par la montée relative du niveau des mers, par l'augmentation des submersions côtières, par l'augmentation des vagues de chaleur marine ou par l'augmentation de l'acidification de l'océan. Donc c'est des caractéristiques qui vont toucher toutes les régions. Et quand on prend l'ensemble des régions pour lesquelles on a fait notre analyse, à horizon 2050 pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, pour 96% des régions, il y a 10 caractéristiques qui changent en même temps,
Et pour la moitié des régions, il y a 15 caractéristiques qui changent en même temps. Et donc le message peut-être le plus important, c'est pour les plans de prévention des risques, pour les stratégies d'adaptation, l'importance de prendre en compte ces multiples caractéristiques, pas une seule, leur combinaison, et aussi les événements qui sont aujourd'hui rares, mais qui seront potentiellement à très fort impact pour être prêts à agir sur des stratégies d'urgence, mais aussi sur des changements plus structurels pour réduire les expositions, réduire les vulnérabilités par avance. Donc tout ça est disponible dans notre atlas interactif en ligne. Donc une synthèse par région liée à ces facteurs générateurs d'impact, ou l'accès direct en fait aux projections régionales pour différentes variables, différents niveaux de réchauffement planétaire et différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Alors je vous montre un exemple de synthèse dans cet atlas interactif. Donc si on prend par exemple l'Europe de l'Ouest et centrale, ça recoupe la France, la Belgique et les pays voisins, on a par exemple pour les extrêmes chauds une augmentation observée et attendue. Pour les changements en moyenne de précipitation, pas un signal très clair, plutôt une tendance à la hausse des pluies en hiver au nord et une tendance à la baisse des pluies en été au sud. Pour l'augmentation des précipitations intenses et des inondations pluviales, une augmentation observée et qui va se poursuivre. Pour les sécheresses au sens agricole, une augmentation observée et qui va se poursuivre. Une augmentation également de l'aléa incendie de forêt. Voilà, donc ça montre en fait les multiples caractéristiques. J'ai sélectionné seulement 6 indicateurs qui concernent cette région dans un climat qui continue à se réchauffer. Et puis pour terminer, les changements qui dépendent directement du niveau de réchauffement planétaire, on peut les arrêter si on limite le réchauffement. Et les changements inexorables, avec des réactions à long terme, on peut les ralentir en limitant le réchauffement. D'un point de vue de la physique du climat, qu'est-ce que ça prend de maîtriser le niveau de réchauffement planétaire? Le premier facteur qui va jouer, c'est le cumul des émissions de dioxyde de carbone. Donc on confirme une relation étroite entre le cumul passé, présent et futur des émissions de dioxyde de carbone et la hausse de la température. C'est représenté ici, dans les projections, uniquement à horizon 2050. Donc ce que vous voyez, c'est que si vous voulez limiter le réchauffement à un certain niveau, par exemple 1,5 degré, vous avez une marge de manœuvre résiduelle qui peut être traduite en budget carbone résiduel. Donc pour un réchauffement de l'ordre d'1,5 degré, avec 2 chances sur 3 d'y parvenir, ce budget carbone résiduel est de l'ordre de 400 milliards de tonnes de CO2. On en émet à peu près 40 chaque année. Ça vous donne une idée du fait que si on n'a pas une baisse rapide, ce budget carbone sera épuisé au début de la prochaine décennie. Et inéluctablement, on dépassera un niveau de réchauffement d'1,5 degré. La deuxième chose importante, c'est le rôle des puits naturels de carbone. Donc la végétation, les sols, l'océan, aujourd'hui absorbent une fraction importante de nos émissions. Dans un scénario où on émet beaucoup de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui se passe? Plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus on aura de photosynthèse, plus on aura de carbone qui rentre dans l'océan. Donc les puits naturels augmentent avec nos émissions de CO2. Par contre, quand le climat change, on a des effets qui vont limiter leur efficacité. Et vous voyez que la proportion absorbée par la végétation et les sols diminue dans un climat qui se réchauffe par rapport à des émissions croissantes. Donc on a une perte en fait d'efficacité de ces puits naturels de carbone. Du côté de la végétation, c'est l'effet du stress de température et c'est l'effet du stress en eau qui joue de manière importante. Les processus qu'on a du mal à intégrer, c'est le dégel abrupt des sols gelés, les dépérissements de forêt, les effets biologiques complexes. Ça, on a encore du mal à l'intégrer complètement. Du côté de l'océan, on a déjà des signes que l'effet tampon des carbonates commence à saturer et on s'attend à ce que ces processus, en cas de fort réchauffement, s'intensifient. Donc pour limiter le réchauffement, première condition, limiter le cumul des émissions de CO2 et atteindre, avec le cumul le plus bas, des émissions nettes mondiales de CO2 qui sont à 0 ou négatives. Puis bien sûr, réduire fortement les émissions des autres gaz à effet de serre. Et on souligne l'importance, dans le contexte où on perd l'effet masque des particules de pollution, à réduire le plus rapidement possible les émissions de méthane. Donc pour limiter l'effet réchauffant de la perte de l'effet masque des particules de pollution, donc ne pas avoir de pénalité climat, et au contraire, en réduisant l'émission de précurseurs d'ozone,
améliorer la qualité de l'air. L'Organisation mondiale de la santé souligne qu'on a beaucoup de mal en fait à limiter les pics d'ozone et le niveau de base d'ozone parce qu'on n'agit pas sur ces précurseurs. Donc, aligner des politiques publiques en termes de climat et en termes de qualité de l'air, c'est quelque chose de stratégique pour des enjeux climat, mais aussi pour des enjeux de santé publique à court terme. Et pourquoi c'est important? Parce que si on baisse fortement les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui se passe? Si on les baisse fortement, en fait, on en verra les effets sur la qualité de l'air, particules coémises quand on brûle des gaz à effet de serre, une baisse des concentrations de méthane, on en verrait les effets en quelques années en termes de qualité de l'air. Sur la composition atmosphérique, quelques années également, mais sur la tendance au réchauffement, compte tenu de la variabilité naturelle du climat d'une année à l'autre, on ne discernera le ralentissement du réchauffement en fait que sur une échelle de temps d'une vingtaine d'années. Donc ça montre l'échelle de temps entre l'action et la réponse qui soit mesurable, discernable dans l'évolution observée à venir du climat. Donc je termine en soulignant à quel point le niveau de réchauffement à venir va déterminer l'ampleur des conséquences. Ça, c'est une figure de notre résumé technique, et je vais vous expliquer pourquoi on l'a présenté ainsi. En haut, vous avez le nombre de jours associé à une alerte sur des seuils de température extrêmes. Vous voyez que ça concerne, pour un niveau de réchauffement bas, cet allongement en termes de nombre de jours, les pays qui sont situés dans la bande tropicale et puis les régions de climat méditerranéen, on va dire. Et plus le niveau de réchauffement est élevé, plus ces situations de danger en fait, sur le niveau de température extrême touchent une partie importante de l'année dans ces régions, directement liées au niveau de réchauffement climatique. Mais dans les régions de climat plus froid, plutôt dans le nord de l'Europe, ce que vous voyez également, c'est que l'augmentation des précipitations extrêmes, en termes de pourcentage en plus sur les records annuels, augmente également de manière très importante à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Donc limiter le niveau de réchauffement, c'est quelque chose qui apporte des bénéfices dans les régions tropicales, dans les régions tempérées, dans les régions froides, sur des caractéristiques propres à chaque région. Donc, je termine en fait en soulignant à quel point le climat que nous connaîtrons à l'avenir va dépendre des décisions que nous prenons maintenant. Et les risques liés au climat, sur les changements inexorables, vont aussi dépendre des décisions qu'on prend maintenant, sur la révision par exemple des plans de prévention de risques, sur la construction de stratégies d'adaptation, où on analyse où sont nos expositions, nos vulnérabilités, on agit pour les réduire par anticipation, pas une fois en fait qu'on a eu les pertes et les dommages, qui vont bloquer aussi nos capacités d'action. Donc dans le rapport, vous trouverez 3000 pages de chapitres détaillés qui sont disponibles en mode brouillon. La version mise en page définitive sera disponible au début de l'année prochaine. Un résumé technique d'une centaine de pages. Un résumé pour décideurs qui est actuellement en anglais, qui est en train d'être traduit en français d'une trentaine de pages. Des questions fréquentes, une trentaine par exemple, et le Gulf Stream dans un climat qui se réchauffe. C'est une question fréquente pour laquelle on a une réponse d'une page disponible, des synthèses pour ces différentes régions et puis cet atlas interactif. Et pour terminer, je voulais vous montrer ce qui a été analysé, des avancées qui ont été obtenues avant et pendant la COP26, pour vous montrer le résultat des engagements pris par les différents pays dans ce cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Donc ça ne fait pas partie de notre évaluation, c'est ce qui s'est produit au cours des dernières 2 semaines. Ces graphiques sont issus d'un blog qui s'appelle Carbon Brief, qui est une source très précieuse d'analyse approfondie sur les enjeux climat, énergie, politique climatique. Donc, si on prend en fait les politiques qui étaient existantes en 2010, à elles seules, donc avant l'accord de Paris sur le climat, elles auraient impliqué une hausse importante entre 2015 et 2030 des émissions de gaz à effet de serre. Si on prend le cadre politique qui est mis en place dans les différents pays actuellement, vous voyez que cela implique une hausse importante, mais moindre, des émissions de gaz à effet de serre entre, en gros, 2015 et 2030. Ce qui a été mis sur la table avant la COP par les différents pays du monde en termes de contribution nationale volontaire, ça implique en fait entre 2025 et 2030 des émissions un peu plus basses que précédemment, et
encore un peu plus basse si l'aide apportée à certains pays leur permet de déployer les engagements qui ont été pris, qui sont conditionnels. Mais ce que vous voyez également, c'est que ces engagements, leur estimation, si toutes les promesses se traduisent en cadre réglementaire, en loi, en action efficace, ce qui n'est pas assuré aujourd'hui, vous voyez qu'il y a toujours ce décalage par rapport aux trajectoires qui permettraient de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés après 2050, et encore plus par rapport aux trajectoires qui permettraient de limiter le réchauffement autour d'1,5 degré au cours de ce siècle et à la fin de ce siècle. Pour résumer les avancées récentes, donc sur les promesses à horizon 2030, les promesses qui ont été faites par les différents pays, si on les évalue et qu'on estime qu'il n'y a pas une hausse plus importante ensuite de l'effort, elles nous mettraient sur une trajectoire autour de 2,6 degrés de réchauffement pour les engagements pris en 2020. Les révisions avant cette COP, elles nous placent plutôt sur une trajectoire qui irait vers 2,4 degrés. Il y a eu des promesses en plus des engagements de chaque pays pendant la COP, en particulier un pacte pour réduire pour certains pays leurs émissions de méthane de 30% à horizon 2030, certains aspects qui portent sur une réduction d'utilisation du charbon. Ça permettrait éventuellement de gagner environ 0,1 degré sur le réchauffement obtenu avec ce type de trajectoire à horizon 2030 et la poursuite au même rythme d'ambition. Ce qui a également été annoncé de la part de 74 pays, ce sont des engagements à atteindre autour de 2050, 2060, 2070, la neutralité, alors CO2 ou autres gaz à effet de serre. Ces promesses qui ne sont pas associées à des trajectoires précises, qui pour la plupart d'entre elles ne sont pas inscrites dans les lois de ces différents pays, elles posent des enjeux de crédibilité qui sont importants. Donc ce sont des engagements qui ont été pris mais qui ne sont pas associés pour beaucoup à des plans d'action précis. L'Agence internationale à l'énergie a estimé que si on a des émissions en gros qui augmentent lentement puis qui se stabilisent autour de 2030, et après qu'on a une baisse très rapide et très brutale, ce qui n'est pas forcément le plus crédible, pour aller vers ce net zéro tel qu'il a été promis par les pays, donc c'est une trajectoire un peu idéalisée, dans ce cas-là, en fait, on pourrait aller vers un réchauffement de l'ordre de 1,8 degré à la fin de ce siècle. Voilà, donc je voulais présenter ce point-là pour vous montrer aussi ce qui a été mis en place pendant la COP26 avec des engagements tièdes à horizon 2030, pas cohérents avec les objectifs de long terme de l'accord de Paris sur le climat, et des promesses à plus long terme, mais qui posent vraiment des enjeux de crédibilité, de mise en œuvre rapide. Si on tergiverse jusqu'en 2030, qu'est-ce qui garantit qu'on sera capable d'agir beaucoup plus vite par la suite? Voilà, j'ai terminé cette brève présentation.